Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une des actualités, l'examen des budgets sectoriels se poursuit à l'Assemblée nationale. Plusieurs ministères se sont relayés dans les différentes commissions. Ils ont présenté leurs objectifs à atteindre pour le compte de l'année 2017. Vous verrez en image les travaux de réhabilitation du pont métallique de Fanyé, situé à 15 km de Forêt-Carrière-Ville. Cet ouvrage de franchissement est dans un état de dégradation poussée. Sa réhabilitation coûte à l'État guinéen 900 millions de francs guinéens. La présélection pour le concours Miss Guinée 2017 s'est tenue à Conakry. Le jury devrait retenir un bon nombre de candidates, mais la nouveauté pour les organisateurs cette année est de donner la chance à toutes les candidates. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse d'être avec vous dans cette édition d'information. La COP de Marrakech, comme vous le savez, se tient au Maroc. La présence du président Alpha Condé à cette 22e conférence sur les changements climatiques traduit sa volonté de faire respecter par la Guinée les conventions internationales. Envoyé spécial, Sanassi Keita. Il est 10h15 ce lundi 14 novembre 2016. C'est effectivement à cette heure que le président de la République est arrivé dans cette ville touristique marocaine. Professeur Alpha Condé est accueilli par le ministre de l'Éducation du Royaume chérifien. Le chef de l'État, coordinateur des énergies renouvelables pour l'Afrique, vient donc à Marrakech pour prendre part aux travaux de la 22e conférence des partis. Des travaux qui ouvriront leurs portes ce mardi 15 novembre 2016. Déjà, la COP 21 qui s'est tenue en mois de décembre 2015 à Paris a permis de conclure un accord engageant 195 États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'ambition finale de l'accord de Paris est que les contributions de ces États, différentes d'un pays à un autre, permettent de stabiliser le réchauffement climatique dû aux activités humaines, nettement en dessous de 2 degrés Celsius d'ici à 2100 par rapport à la température de l'ère pré-industrielle, en renforçant les efforts pour atteindre la cible de 1,5 degrés Celsius. La quasi-totalité des partis ont remis leurs engagements nationaux aux Nations Unies, à l'image du président de la République, professeur Alpha Condé. Il est prévu que ceux-ci soient révisés à la hausse tous les 5 ans après 2020. Plus de 4000 personnes, négociateurs, mais aussi entreprises, ONG, journalistes et autres acteurs de la société civile prendront part à ces assises de Marrakech. En marge de cette visite de travail au Maroc, le chef de l'État a échangé avec la communauté guinéenne vivant au royaume chérifien. Plusieurs sujets d'actualité étaient au centre de la rencontre. Par ailleurs, le professeur Alpha Condé a invité ses compatriotes à respecter les règles du pays d'accueil. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Autre sujet, poursuite des travaux de l'examen des budgets sectoriels à l'Assemblée nationale. Le passage des ministres devant les différentes commissions budgétaires se justifie par la présentation de leurs objectifs à atteindre pour le compte de l'année 2017. Ceci pour permettre à la plénière, après les travaux, de se prononcer sur le budget de l'État. Robert Siditono, reportage. À la commission environnement, les députés ont examiné l'exécution du budget 2016 du ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Les travaux ont également permis le débat sur le volet recettes et dépenses pour le compte de 2017. Les questions relatives à la vente des licences et l'exploitation des équipements ont été débattues. Ils ont demandé au ministère de mobiliser environ 37 milliards de francs guinéens.
Et compte tenu du fait que l'état de nos ressources ne nous permet pas de dépasser cette ressource, nous avons accepté, et en tenant compte de toutes les difficultés de l'accompagnement que nous allons bénéficier de la part de l'Assemblée pour pouvoir mobiliser ce montant-là. Nous avons constaté que les sources de recettes ne sont concentrées que sur la vente de licences. Or, les licences de pêche, c'est à défaut d'avoir une flotte nationale qu'on les pratique. Si on veut que ce ministère crée beaucoup de richesses pour le pays, il faut que l'État y mette les moyens. À la commission des finances, l'ONAGI doit mobiliser plus de 36 milliards de francs guinéens en 2017. L'année 2017, ils nous ont fixé un objectif de 36 milliards. Et cet objectif-là, nous nous battrons pour l'atteindre. Ça va être un peu difficile, compte tenu de ce que j'ai expliqué, les problèmes informatiques que nous allons avoir l'année prochaine. Mais nous ferons tout pour atteindre cet objectif-là. Ils font assez de recettes, c'est vrai, mais ils ne font pas toutes les recettes. Alors comment faire qu'ils fassent toutes les recettes? Il faut donc chercher à améliorer l'assiette, améliorer les relations qui les lient avec leurs clients et même les aider à améliorer les relations qui les lient avec l'État. Ce sont plusieurs départements ministériels qui se relaient devant les élus du peuple pour défendre leur budget sectoriel. Ils seront encore reçus dans les travaux en intercommission avant les différentes plénières à l'hémicycle. Tout enfant a droit à l'éducation, même orphelin. La Fondation Rochas œuvre pour l'accès à l'éducation sans frais. Présente dans plusieurs pays, cette institution humanitaire, à travers la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République, offre 10 bourses d'études aux enfants démunis de certains orphelinats de la capitale, Ali Badra Condé. Cette audience de la Première Dame de la République est accordée aux responsables de la Fondation Rojas basée au Nigeria. Ces émissaires nigérianes ont expliqué à Hadjadjene Kondé la vision de leur institution qui vise à offrir gratuitement l'éducation aux enfants à travers le monde. Déjà, 10 enfants démunis issus de certains orphelinats de la capitale se rendront au Nigeria où ils seront pris en charge tout au long de leur cursus scolaire. C'est sûr qu'il faut avoir une grande humanité en soi pour pouvoir faire du bien aux enfants d'autrui. Là, c'est des orphelins, des enfants qui n'ont plus rien, qui sont dans des structures d'accueil, donc qui vivent des situations plutôt difficiles. Et je souhaite beaucoup de courage à la directrice qui va avoir à gérer des enfants venus de différents horizons. Juste après cette audience, ces responsables de la Fondation Rojas se sont rendus dans certains orphelinats de la capitale. Mon centre a été créé depuis 2003. Nous avons pour objectif de nourrir, loger, habiller et éduquer ces enfants. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons 55 enfants en situation difficile. Nous avons vu des choses vraiment touchantes qui démontrent que Dieu est grand, puisque ce sont des personnes très courageuses qui ont eu à sacrifier, à consacrer leur vie à cette œuvre utile. Nous ne pouvons que les remercier et les féliciter. Et la Fondation Rochas que nous accompagnons a promis de mettre tout en œuvre pour élaborer un partenariat avec la Fondation de la Première Dame de la République de Guinée, Hadjadjene Kaba Kondé. Dans les jours à venir, la Fondation Rojas, basée au Nigeria, entend sceller un partenariat avec la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République, Hadjadjene Kondé. À la page santé, parlons de la journée mondiale du diabète, célébrée ce lundi dans le monde entier. Une maladie non transmissible, mais qui demande une alimentation saine et équilibrée. Les personnes à risque doivent contrôler leur poids et faire fréquemment des exercices. Le taux de prévalence reste toujours élevé en Guinée et touche plus de 3% de la population. Et quelles sont les causes de cette maladie et comment la prévenir? Les réponses dans ce reportage de Sa Amaraton. Garder un œil sur le diabète est le thème retenu cette année pour célébrer cette journée mondiale de lutte contre le diabète.
Un thème choisi pour attirer l'attention des populations sur les différentes complications qui sont souvent cause de cette maladie. Le diabète constitue un défi sanitaire indissociable de celui des maladies non transmissibles comme l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et les cancers. De nos jours, ces maladies constituent pour notre pays un lourd fardeau qui vient s'ajouter aux autres maladies telles que le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. Le diabète constitue un réel problème de santé publique et la situation dans notre pays est la suivante. 6,6% des adultes en Guinée sont atteints de diabète et les comas liés au diabète représentent la moitié des décès des patients diabétiques. Le diabète est responsable de la moitié des amputations de membres réalisées dans nos hôpitaux. Le diabète constitue la troisième cause de mise sous dialyse pour insuffisance rénale chronique. L'importance des différentes activités de réflexion sur les méthodes de prévention contre cette maladie fait de la Guinée la capitale africaine du diabète en ce mois de novembre 2000. Parallèlement aux activités de la célébration proprement dite de la Journée mondiale du diabète ce 14 novembre, 4 autres événements importants sont planifiés. 1. L'organisation le 22 novembre 2016, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Mamadi Youla, d'une réunion de haut niveau sur le diabète et les maladies non transmissibles en Guinée afin de faire le point sur les stratégies de riposte en cours et mobiliser l'ensemble des acteurs tant au niveau du gouvernement, des institutions du système des Nations Unies, des partenaires techniques et financiers, la société civile, les communautés pour définir une feuille de route afin de répondre à toute la problématique liée aux maladies non transmissibles telles que le diabète. 2. L'organisation de la deuxième session d'un séminaire intensif de 3 jours regroupe 50 sommités du monde scientifique sur le diabète en Afrique et leurs assistants les plus prometteurs en vue de former l'élite de demain pour faire face à l'épidémie du diabète en Afrique. Autre activité prévue en ce mois de novembre à l'occasion de cette célébration, l'organisation de la 4e édition du Congrès de la Société francophone africaine du diabète. Elle va regrouper des scientifiques de 150 pays. Et pour renforcer les compétences des professionnels de la santé, une licence internationale sur le diabète de l'enfant et de l'adulte sera lancée dans le système de l'enseignement supérieur guinéen. Mawasuma, mère porteuse de quintuplé, phénomène rarissime, la future maman pourrait être évacuée pour un accouchement sans risque à l'étranger. Le ministre de la Santé rassure de toutes les dispositions prises par son département pour une prise en charge effective et efficace de la patiente. Soré de Kera nous signe ce reportage. Mawasuma, enceinte des quintuplés, est hospitalisée depuis quelques jours à l'hôpital national Ignace Dine. Son état retient l'attention du gouvernement entier et autres personnalités du pays. Au nombre des visites de soutien rendues à la future mère, celle du chef du département de la santé. Dr Abdourahmane Diallo s'entretient d'abord avec l'équipe médicale avant de dégager les dispositions envisagées par son département pour une prise en charge efficace de la parturiente. Le président de la République a été très sensible à cette nouvelle et a donné les instructions qu'il faut pour que toutes les dispositions soient prises, pour qu'elles soient correctement prises en charge, y compris donc envisager de l'évacuer. Donc nous avons passé ces derniers jours à entreprendre des démarches dans ce sens. Nous avons contacté déjà beaucoup de pays, avons eu plusieurs discussions sur le point de chute. Même hier, pour vous dire, j'étais en discussion avec nos autorités au Maroc et nous avons discuté avec des partenaires en Tunisie, également en France. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de coût. Nous sommes mobilisés dès le premier jour pour l'accompagner et la supporter. La question est technique, elle est purement technique, purement clinique. Vous savez qu'une grossesse quintuple quand même, c'est une grossesse à haut risque. Ces dispositions rassurent le corps médical de la maternité de l'hôpital,
mais aussi Mawa Souma qui trouve en ce déplacement un grand espoir pour conduire avec succès une grossesse de type rare. Depuis que je suis là, les docteurs, les sages-femmes, tous les personnels de cet hôpital s'occupent bien de moi. Et mon traitement, ils me suivent de tout près. À chaque instant, je vois, je n'ai même pas le temps de me reposer. À chaque instant, je vois une sage-femme ou bien en tout cas quelques personnels de la santé. Je sentais l'étouffement, j'avais mal, mais aujourd'hui vraiment ça va. J'ai l'espoir maintenant. J'étais désespérée, mais aujourd'hui j'ai l'espoir. Il n'y a pratiquement pour le moment pas trop de danger. Tant que son état est stabilisé, on peut pratiquement et parfaitement voyager. Donc un accouchement prématuré ou un avortement tardif, c'est ce qui est redouté et il va se poser un problème d'élevage de ces 5 enfants. Et c'est pour ça que nous souhaitons vivement une évacuation dans les meilleurs délais. En attendant l'évacuation très prochaine de Mawa Souma pour un accouchement sans risque, la patiente de toutes les attentions continue de recevoir les soins nécessaires qu'exige son état à la maternité de l'hôpital Ignace Dine. Les travaux de réhabilitation du pont métallique de Fanyé sont lancés depuis une semaine. Situé à environ 15 km de Forêt-Caria, cet ouvrage de franchissement se trouvait dans un état de dégradation préoccupant. Mais en attendant que la réhabilitation de ce pont ouvre de nouvelles perspectives entre la Guinée et la Sierra Leone, les usagers sont confrontés à de sérieuses difficultés pour sa traversée. Ansoumane Toumani Camara pour les détails. Depuis maintenant une semaine, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour réhabiliter le pont de Fanyé, situé à 15 km de Forêt-Caria-Ville. Mais en attendant la fin des travaux, la souffrance est grande pour les usagers de cette route qui relie la Guinée à la Sierra Leone. Presque c'est toute la population qui souffre, ceux de la Guinée et ceux qui viennent d'ailleurs. Cela fait des journées, toute une journée. Ça fait plus d'une semaine, hein. La population part toute la journée. Nous travaillons selon un programme bien déterminé. Nous travaillons chaque 2 heures de temps. Nous arrêtons pendant 30 minutes pour permettre aux usagers de passer tranquillement et nous reprenons après les 30 minutes pour 2 heures de temps encore. Dans le contrat, c'est 1 mois. On a fait une semaine, donc nous nous battons pour ces 3 semaines restantes. L'entreprise Metal Plus a 3 semaines pour refaire tout le système de patinage de ce pont de 104 mètres dont la construction remonte seulement de 1990. La ministre des Travaux publics est venue en personne faire le constat de l'évolution des travaux et échanger avec les riverains de l'ouvrage et les usagers. C'est une route très importante, une route de la CEDEAO. Mais elle est déjà programmée pour les travaux en 2017. Donc si tout va bien, dans les 2 années à venir, ce pont va être remplacé par un pont définitif. Mais en attendant, le ministère des Travaux publics ne peut pas rester indifférent. On s'est mobilisé rapidement et dans une situation d'urgence, nous avons fait un contrat avec cette entreprise qui travaille déjà avec nous sur tous les ouvrages métalliques pour venir intervenir rapidement et rétablir la circulation de façon définitive en attendant la construction d'un nouveau pont. Les travaux se déroulent sous la supervision de la Direction nationale de l'entretien routier avec un financement du fonds d'entretien à plus de 900 millions de francs guinéens. Un corps sans vie découvert près des rails dans le quartier d'Ixingar. Âgé d'une 20aine d'années, Mohamed Lamine Bari était un apprenti soudeur. Pour le moment, aucune explication ne détermine les circonstances des faits qui ont conduit à la mort le jeune Mohamed Lamine Bari. Al-Gassimouba. Regroupés tôt ce matin, ces citoyens de Dixingar s'interrogent. Qu'est-ce qui a occasionné la mort du jeune Mohamed Lamine Bari, dont le corps a été découvert auprès des rails? Âgé d'une 20aine d'années et soudeur de son état, il est bien connu dans le quartier. C'est l'un de mes apprentis. On s'est séparés le samedi à 18 h. Ils ont ramassé l'atelier, j'ai fermé l'atelier, tout le monde est rentré chez eux. Maintenant, à 6 h du matin, on m'a réveillé que son corps est exposé. Je l'ai connu à travers son maître. Mais c'est un enfant qui travaille avec nous dans la concession. L'atelier du sourire là se trouve dans ma concession. Donc je l'ai connu là-bas. Alors à travers ça, on a bien collaboré. Aussitôt informés, les autorités locales se sont rendues sur les lieux. Pour elles, il est difficile d'expliquer les circonstances du drame. Après le constat du ministère légiste,
ce que le corps, effectivement, est dans la présent, ne souffre d'aucune autre anomalie, sinon que le passage du train sur le corps. Des enquêtes sont en cours pour déterminer la raison de ce drame. Le corps est à la disposition de la Croix-Rouge pour d'éventuelles autopsies avant l'enterrement. On en vient à la non-retransmission en direct sur nos antennes du match Guinée-République démocratique du Congo qui s'est tenu hier dimanche au stade du 28 septembre. Nos reporters Mikini Moussa Kamara et Mariam Kamara ont tendu le micro à quelques amoureux du football. Suivez leur réaction. Ce qui avait passé hier, vraiment, nous, ça nous a fait du mal. La télévision nous représente vraiment magnifiquement parce que ce qu'on voit à la télé, c'est de la réalité. Mais si on ne voit pas à la télé, on ne voit pas la réalité. J'aimerais tout simplement dire à l'État guinéen de nous aider au moins en cas de match en direct, de nous diffuser, ça pour nous à la télé. C'est ça qui est très important pour la jeunesse guinéenne, quoi. S'il vous plaît, mettez ça pour nous, pour qu'on puisse au moins regarder ça. Même si on n'a pas les moyens, mais quand même nous serons fiers de regarder le match en direct. Par rapport à la télévision nationale, je ne sais pas pourquoi la télévision nationale n'a pas donné image en direct. Puisque nous attendons l'image à regarder le football à la télé. Nous on entendait, bon, malheureusement, on est obligé maintenant de se déplacer, aller suivre le match à la Staton le 28 septembre. Je sais que l'État, le journal travaille au compte de l'État. Mais il faut d'abord cotiser. Il faut cotiser, collaborer avec CAF. Maintenant, le système avec la CAF a changé. Il faut aller sur d'autres réalités pour le droit de diffusion. Et maintenant, les fédérations ont un contrat direct avec la CAF, je crois bien. Et tout récemment, lors d'une rencontre qui vient de se tenir, je ne sais pas, en Algérie ou au Maroc, où on a convoqué tous les pays qui se sont qualifiés pour la CAN. Et on demandait d'ailleurs de payer plus de 500 000 € pour la retransmission. Et les pays n'ont pas été d'accord pour ça parce que le quota étant très élevé, il faudrait se revoir encore pour trouver une autre solution pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette montée satellitaire, les télés aujourd'hui n'ont pas la possibilité de retransmettre tout le match. Il faudrait passer par la CAF parce qu'il y a une commission de diffusion maintenant à la CAF qui s'occupe spécialement de sa commission marketing et diffusion des matchs. Justement, à ce sujet, nous recevons le directeur de la télévision nationale, Fodetas Silla. Bonsoir, monsieur le directeur. Oui, bonsoir. Vous venez de suivre ce micro-trottoir. Les populations se plaignent. Dites-nous pourquoi la non-retransmission du match d'hier. Bon, d'abord, il faut dire que nous comprenons parfaitement la déception des populations. D'abord, pour la défaite du Syrie national. Nous tous, on est touchés. Mais aussi le fait que le match se soit joué ici à Conakry et que nos populations n'aient pas pu voir ce match. Et c'est justement l'objet de ma présence sur ce plateau, parce que beaucoup de personnes regardent rapidement la télévision nationale ou la RTG en général dès qu'il y a un problème qui se pose sans savoir donc le fond du problème. On commence à attaquer. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que les matchs au niveau international, les matchs qui relèvent donc de la CAF ou de la FIFA, depuis 2000, l'an 2000, nous pouvons dire que ces matchs n'appartiennent plus aux nations. Et là, quand je le dis, les gens ne vont pas comprendre. Vous avez votre équipe nationale qui joue sur votre stade. Eh bien, le match ne vous appartient pas. Le match appartient à la Confédération nationale de football et à la Fédération guinéenne de football. Donc, les télévisions nationales n'ont pas le droit de retransmettre ces matchs selon leurs moyens et leur personnel pour leur public, à moins que ce ne soit par le réseau TNT, c'est-à-dire le réseau terrestre, pour juste les limites du pays. Si votre télévision nationale est sur satellite, vous n'avez pas le droit de retransmettre ces matchs si vous ne payez pas des redevances. Et tenez-vous bien, ce n'est pas des redevances de 100 000 francs, non.
vous êtes dans des limites, comme pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue maintenant, vous êtes à un niveau de 1 500 000 € pour pouvoir faire voir vos équipes nationales par vos populations, par vos télévisions nationales. C'est là le problème qui se pose. Ok, hormis ce paiement de redevance, est-ce que la RTG a-t-elle les capacités techniques de retransmission des événements à partir du stade du 28 septembre? Exactement, c'est ce que nous allons dire à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Et là, je les regarde en face. La radio-télévision guinéenne d'aujourd'hui a toutes les capacités techniques, les caméramans, les techniciens disposés à retransmettre tout événement sur ce territoire. Ça veut dire à retransmettre à partir du stade du 28 septembre, à partir du Palais du Peuple, à partir du Palais des Nations, en tout cas à partir de tous les points de Conakry, tout événement. Nous sommes aujourd'hui dans les capacités techniques. Nos caméramans sont là, nos caméras sont là, nos équipements techniques sont là, et nous sommes sur satellite, ça vous le savez, et donc ça veut dire que si la RTG a les droits de retransmission des matchs, non, la population va suivre ce match. On se souvient, les responsables, comme vous l'avez dit, de télévision africaine avaient tiré la sonnette d'alarme en direction de la CAF. Qu'en est-il aujourd'hui? Justement, il y a quelque chose qui se passe depuis 2000. Je prends les documents de l'Union des radios-télévisions d'Afrique, qui ont remarqué qu'à partir de 2000, c'est que les redevances que les télévisions nationales doivent payer pour la retransmission de ces matchs vont crescendo chaque année. C'est-à-dire la CAF et la Fédération nationale de football, que ce soit en Guinée, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ils ont passé ces droits de retransmission à des officines d'images, parfois étrangères même à l'Afrique, qui donc viennent sur les stades avec leur équipement et leurs caméramans, qui filment, et vous, les télévisions nationales, il vous est dit seulement, vous pouvez retransmettre ces matchs, c'est-à-dire en prenant les images que eux ils filment, et vous ne pouvez les mettre que 30 minutes après le début du match, c'est-à-dire en différé, mais en direct, vous ne le pouvez pas. Et qu'est-ce qui suit? C'est que ici, la RTG, vous nous connaissez, quand nous nous sommes dit non, c'est mon enfant qui joue dans mon stade, mon équipe que mon gouvernement paye. J'ai mes caméras et j'ai mes techniciens. Nous allons retransmettre nos matchs pour notre population. Une délégation de la Fédération guinéenne de football est venue à la RTG ici, rencontrer le directeur général de la RTG pour dire, si jamais vous retransmettez ce satellite, le CILI national sera éliminé du parcours, mais vous payerez encore des pénalités. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui grince et qui est en train d'étrangler les télévisions nationales. Parce que si nous ne faisons pas attention, si ça continue, c'est qu'il arrive un moment où les télévisions nationales n'ont plus cette souveraineté sur les images de leur équipe nationale, et où ça va conduire. C'est que c'est la jeunesse qui est intéressée par l'équipe nationale. C'est toute la Guinée, les femmes, les vieux. Quand le CILI national, par exemple, doit jouer, qu'est-ce qui va sortir? C'est que si ça continue, c'est que ça va conduire même à des mouvements de déstabilisation, parce que les gens peuvent se révolter. Imaginez, par exemple, que pour la CAN 2011, par exemple, pour le Cameroun, il fallait payer 500 millions de francs CFA pour retransmettre ces matchs. Le Sénégal a payé 450 millions. Et pour 2013, 750 millions pour le Cameroun, et puis le Sénégal, 898 millions. Cette année d'ailleurs, on est maintenant à 1 500 000 €, ça ne fait que monter. Ce système, il faudrait prendre des dispositions, et c'est pour cela que justement, nous étions à Dakar, tous les directeurs des télévisions d'Afrique, nous étions à Dakar le 17 mai, il y a de cela 6 mois, pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire à nos gouvernements, arrêtons ce qui va comme ça crescendo, parce que c'est une surenchère qui finira pas par l'aspect sportif, mais ça va atteindre le social et le politique, parce que quand les gens vont se révolter,
comme depuis hier, ce que je subis en tant que directeur de la télé, je reçois de tous les côtés, mon directeur général reçoit de tous les côtés, les gens pensent que c'est la RTG qui est incapable. Eh bien, je vous dis, non, la RTG a toutes les capacités, on paye les droits. Et donc la RTG vous retransmet le match justement. Merci monsieur le directeur pour ces éclaircissements. La RTG a bien la possibilité, a la capacité de retransmettre des matchs en direct à partir même du stade du 28 septembre. Pour être tout à fait complet sur ce sujet, la hausse exponentielle des tarifs imposés par la CAF et son partenaire Lagardère donne du fil à retordre aux télévisions nationales africaines et du coup les populations sont privées des images des grandes rencontres sportives comme la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les directeurs généraux des radios, diffusion et télévision d'Afrique se sont rencontrés à Dakar, au Sénégal, pour tirer la sonnette d'alarme. Explication Makale Souma. Au cours de ces dernières années, les radios et télévisions africaines font face à une augmentation exponentielle des droits de retransmission des événements sportifs en général et en particulier le football. La CAF, Confédération africaine de football, et les fédérations nationales de football ont confié la gestion de la retransmission de ces rencontres sportives à des intermédiaires commerciaux qui s'évertuent, dans une vision purement mercantiliste, à augmenter chaque année d'une manière incroyable les tarifs des droits pour les télévisions nationales africaines. À titre d'exemple, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est la faramineuse somme de 1 500 000 € qui est exigée de chaque chaîne africaine pour faire bénéficier à nos populations le plaisir légitime de suivre ces événements qui les concernent au plus haut degré, quand on sait que ce sont justement leurs équipes nationales qui sont engagées dans ces compétitions. Face à cette dérive dangereuse, les directeurs généraux des organismes membres de l'Union africaine de radiodiffusion étaient tous réunis le 17 mai 2016 à Dakar pour réfléchir ensemble et échanger sur la stratégie à adopter en vue d'éviter l'asphyxie programmée de nos télévisions nationales et permettre à nos populations de suivre les images de ces événements sportifs incontournables et mobilisateurs. C'est le président Macky Sall du Sénégal qui parraine cette démarche salvatrice de l'UAR qui a commencé par camper l'événement. L'évolution exponentielle des coûts des droits de retransmission des événements sportifs, tels la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, inquiète plus d'un, au moment où le football a cessé d'être un simple jeu de divertissement pour devenir un véritable phénomène sociétal, une préoccupation politique. Si la tendance haussière actuelle se poursuit, certains États ou médias du service public vont devoir priver leur population de ce jeu populaire et freiner ainsi le développement du football sur le continent. Au terme d'une longue et harassante journée d'échange, les directeurs généraux des chaînes de radio et télévision africaines ont adopté une résolution dénommée « Déclaration de Dakar » qui fustige cette pratique dangereusement étouffante de la CAF et ses partenaires commerciaux envers les télévisions publiques du continent. Les stations et télévisions africaines ont été invitées à ne plus accepter de négocier isolement avec les acheteurs de droits. L'institution commune UAR étant la seule habilitée à parler au nom de ses organismes membres. A signaler qu'à l'issue de cette rencontre de Dakar, un mémorandum a été élaboré à l'intention des chefs d'État du continent. Ce document sollicite en particulier de chaque État à élaborer et promulguer une législation interne précisant la liste des événements d'importance majeure, c'est-à-dire des événements dont les citoyens ne peuvent être privés de retransmission audiovisuelle pour aucune raison et surtout commerciale.
Et pour finir, tenue ce week-end de la présélection du concours Miss Guinée, zone spéciale de Conakry. La particularité de cette édition est de donner la chance à toutes les 11 candidates de se présenter à la phase finale du concours. Marie-Angélique Bangora, reportage. Elles sont 11 concurrentes à compétir pour la prestigieuse couronne Miss Conakry 2017. Après cette phase de présélection, ces jeunes filles vont participer à la finale du concours Miss Guinée. Cette année, 2 critères nouveaux ont été ajoutés à la liste des points ciblés par le jury. Non seulement les 11 participantes sont qualifiées d'office, mais la compétition est ouverte aux candidatures étrangères. J'ai apprécié le parcours de chacune. Elles se sont très bien exprimées. Franchement, il n'y avait pas une à éliminer là-dedans. Donc j'ai voulu faire cette exception-là. Voilà. Elles se sont toutes battues depuis le début. Comme je dis, on en a éliminé beaucoup. Parmi elles, il y en a qui se découragent. Est-ce que je pourrais? Oui, mais il a fallu vraiment booster ces filles-là et elles ont tenu vraiment... elles ont respecté les conseils et les consignes. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je pourrais les laisser sur le plancher. Un peu difficile parce que toutes les filles avaient à peu près le même niveau, mais il y a quelques-unes qui ont pu faire un peu la différence. Il y a encore beaucoup d'espoir parce que elles sont qualifiées pour aller encore à la finale. Mais si elles se mettent au travail, elles peuvent y arriver. Donc c'est ce que nous leur demandons. Ce groupe de 11 est composé de candidates résidant à Conakry et d'autres venant de l'extérieur. Les filles ont rivalisé sur le plan physique et intellectuel. Le défilé, nous savons que c'est pas facile, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les filles qui ont le courage aujourd'hui de monter sur scène, marcher, exprimer ses sensations face à un public. Donc aujourd'hui, je suis sans mots vraiment. Pour que j'ai fourni jusqu'à ce stade aujourd'hui, élu Miss Conakry, je compte encore aller plus loin parce que mon combat ne s'arrêtera pas juste dans mon pays, la Guinée. Mon combat ira très très loin, voire même représenter les couleurs de ma nation dans les autres pays parce que la Guinée est ma référence, la Guinée c'est ma patrie. Les 11 filles s'apprêtent désormais pour le rendez-vous de la finale Miss Guinée qui se tiendra en janvier prochain. Les présélectionnés de l'intérieur du pays seront bientôt connus et rejoindront la capitale pour les derniers préparatifs. Cet élément met fin à cette édition. Merci de nous accorder votre fidélité. Excellente suite de programme à notre compagnie et passez une douce nuit. Bonsoir.